Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Aujourd'hui, nous allons parler encore un peu d'économie et de l'informatique. Les deux sont liés aussi. Nous allons parler un peu du blanchiment d'argent et de la cybercriminalité. Et avec nous, ce soir, nous avons Patrick Kabeya Katoulouchi, mais comme c'est l'international, je l'appelle Patrick. Je crois qu'il me permettra de l'appeler Patrick. Bien sûr, madame. Voilà, Patrick, nous allons parler de la mon Dieu, le nom, cybercriminalité et du blanchiment d'argent. Ouais. Alors, toute première question, les gens aimeraient bien savoir, est-ce que le Congo, la RDC, notre pays, est-il un paradis fiscal? Merci madame. D'emblée, je dirais, je vais présenter mes excuses aux téléspectateurs parce que mon français n'est pas parfait. J'ai perdu un peu des notions françaises, mais oui, la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays, est considérée comme paradis fiscal. Je vais démontrer pourquoi. Oui, pratiquement. Nous sommes parce que beaucoup disent non, hein. Beaucoup des économistes, même d'autres personnes, disent non. La RDC n'est pas un paradis fiscal, en fait. Je vais les aider. Je vous ramène à Washington. Les États-Unis, avec le dollar américain, inspectent, contrôlent l'usage de leur argent. C'est leur argent. Le dollar, c'est américain. Nous le savons tous. Et l'Afrique tout entière est considérée comme continent à haut risque. Du nord au sud, du Maghreb à l'Afrique du Sud. Du Maghreb à l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que d'après les Occidentaux, d'après les États-Unis, d'après la Réserve fédérale, en Afrique, il n'y a pas de traçabilité. Traçabilité. Oui, traçabilité, voilà. Il n'y a pas de traçabilité d'argent et il n'y a pas de suivi. Nos banques, nos institutions financières font un peu du n'importe quoi d'après eux et la RDC est concernée. Et aujourd'hui, si l'État veut, si le gouvernement veut sortir de cette impasse, il n'a qu'à avoir à mettre en place les réformes sérieuses et afin de nous sortir de ces globes de pays au risque, paradis fiscaux, tout ça. Je vous donne un peu son petit pédigré, un tout petit peu pour que vous ayez une idée. Patrick Kabeya est expert en matière de la lutte contre la fraude, blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, l'argent noir issu des crimes et délits suivants, trafic des stupéfiants, d'armes, contrebande, contrefaçon, escroquerie, extorsion de fonds, grand banditisme, vol, racket, prostitution, esclavagisme, travail des enfants, enlèvement, trafic d'organes, l'argent gris issu des délits tels que cybercriminalité, piratage informatique, délit d'initiés, fraude fiscale, trafic d'influence, abus des biens sociaux, financement des partis politiques, expérience avérée dans la gestion des risques découlant du non-respect des cadres de gouvernance et dans la conduite des investigations et enquêtes sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et fraude, maîtrise du cadre réglementaire américain et international en matière de blanchiment des capitaux, fraude financière, financement du terrorisme. Quand on lit tout ça, on a l'impression de se retrouver chez nous. Oui. C'est quand même... tout ça se retrouve en République démocratique du Congo. Oui, la RDC, avec le nouveau président, le nouveau gouvernement, nous devons changer des réformes, des régulations. C'est très, très important. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le nouveau président, il essaie un peu de combattre la fraude, il essaie de combattre le blanchiment s'il peut, mais il y a un grand travail derrière le blanchiment. Comment se fait pratiquement le blanchiment d'argent? C'est que les gens aimeraient bien comprendre. Parce que quand on pose la question, il y a des gens qui disent que non. Quand vous voyez par exemple des immeubles qui poussent en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa ici, c'est une façon pour les expatriés de Guinée, même les Congolais, de blanchir leur argent. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une des pratiques pour blanchir l'argent? Voilà. Je parle d'une manière générale. En général, oui. Le blanchiment d'argent ou le blanchiment des capitaux, c'est le fait de gagner de l'argent noir, c'est-à-dire l'argent gagné illégalement par la prostitution, par la drogue. C'est que vous avez cité ici, raquette, esclavagisme, travail des enfants. C'est l'argent noir. Ok. Et vous prenez cet argent maintenant, vous voulez l'utiliser aussi au vu de tout le monde. Dans le circuit normal, donc vous le mettez dans le circuit normal. Voilà, et il y a trois façons de le faire. Si vous voulez garder votre argent à la maison, tant mieux. Si vous voulez le placer dans les institutions financières, dans le banking, comme on dit, dans les banques, il y a ce qu'on appelle le placement. Donc, vous prenez l'argent de la drogue, vous prenez l'argent ici de la vente des organes, vous venez vous le placer
en blanc. Alors, quand vous le placez déjà, les banques ici en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent. Vous pouvez aller dans une... Mais aux États-Unis, par exemple, eux, ils contrôlent. Quand Patrick, par exemple, vient placer $1 million dans une banque américaine, on doit savoir d'où provient cet argent. Non seulement ça, ils doivent savoir qui est Patrick. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille où déjà? Il gagne combien? Pendant combien de temps il a travaillé? Pour avoir... Oui. Nous, on ne le fait pas. Oui. Hein? Dans son compte, qu'est-ce qu'il a? Il habite où? Il gagne quoi déjà? Qui sont les amis de Patrick? Qui est la femme ou l'époux, les enfants de Patrick? Qui est Patrick? Ça s'appelle KYC. En anglais, ça s'appelle connaître votre client, know your customer, comme on dit. Alors, après ça, après ces portfolios, c'est toute une liste. Affaires, oui. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire, voilà, Madame Kimoutou peut déposer 2 millions, Madame Kimoutou ne peut pas. Maintenant, quand vous allez dans une banque, vous déposez $1 million en liquide et il y a ce qu'on appelle l'alerte. Ça alerte automatiquement. D'où provient ces 1 million? D'où vous avez Mais dans les paradis fiscaux comme la Suisse et dans les îles, on ne fait pas tout ça. On ne fait pas tout ça, mais nous avons la même mise. Donc quand je dis nous, dans les systèmes d'expertise de blanchiment, ils ont la même mise. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas ou vous ne touchez pas à cet argent que vous n'avez pas la même mise. Non. Les personnes considérées, le Trésor américain, le département d'État, tous ces gens-là, dans le monde, même l'Organisation des Nations Unies, ils savent qui a quoi. Question aussi pratique par rapport à la RDC, Patrick. On a sanctionné dernièrement, les États-Unis ont sanctionné quelques membres de la CENI, on sait, et les gens ne comprennent pas quand ils disent, ils sanctionnent. Quand on a Inanga, ils sanctionnent Bassengezi, par exemple. Comment ça se fait par rapport à leurs avoirs? Parce que même à l'époque, on nous disait, moi, je n'ai pas de biens ou je n'ai pas d'argent dans les banques belges, je n'ai pas d'argent aux États-Unis. Même certains généraux disaient, mais je ne suis jamais allé aux États-Unis. Comment ça se fait quand ils sanctionnent comme ça? Je vais expliquer. Le sanction, c'est-à-dire le gouvernement américain, les trésoriers américains vous refusent de toucher, d'utiliser les dollars. Tout simplement. Tout simplement. Vous refusent d'entrer aux États-Unis ou dans le périphérique des ambassades même américaines, vous refusez d'avoir un business partner, donc un collaborateur américain ou utilisant les dollars. Donc vous êtes sanctionné, c'est-à-dire vous ne touchez que les francs congolais, vous ne touchez que l'euro par exemple. Maintenant, avec les sanctions américaines, il y a l'Union européenne aussi qui répond. Donc, c'est-à-dire... C'est un blackout complet, alors. Absolument. C'est la mort d'un homme d'une façon financière. Absolument. Mais, il y a un mais. Si vous êtes millionnaire, par exemple, vous prenez votre argent, vous mettez au nom de votre fille. Ils le savent. Ils savent que M. X a placé l'argent au nom de sa fille. Ils savent que M. Y a placé l'argent au nom de son grand-père ou sa grand-mère. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est pour cela qu'on crée des sociétés écrans, comme dans les îles Vierges, il y a des sociétés écrans où on ne parvient pas à remonter la filière, c'est ça? On parvient à remonter la filière, mais on observe cette filière. C'est-à-dire, nous regardons, nous observons et on ne dit rien. Et à tout moment, on peut sauter sur on peut mettre le bouton. Donc, nous allons prendre un peu étape par étape. Vous avez parlé des stupéfiants. Est-ce qu'en RDC, il y a des stupéfiants comme cocaïne, drogue? Est-ce que nous sommes une plaque tournante de trafic de drogue en RDC? Ça provient d'où cette drogue? Vous ne le voyez peut-être pas, il y a des stupéfiants en RDC. À Kinshasa plus particulièrement, en Afrique d'une manière générale, absolument. Ceux qui font ces genres d'argent noir ou d'argent gris les savent très bien. Il y en a, oui. On cite beaucoup plus le Nigeria aussi, parmi les plaques tournantes, le Nigeria, l'Afrique du Sud et tout ça. Et le Ghana aussi. Et le Ghana. Oui, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana. Il y a aussi l'Algérie qui est citée. Et en RDC aussi. Mais il faut, c'est juste... chercher à savoir où ça se trouve et comment les trouver, comment renforcer nos lois. Vous avez parlé des armes. En RDC, nous avons un blackout depuis un certain temps. On ne peut pas acheter légalement les armes. Nous avons un embargo en RDC. Est-ce que la RDC contourne cet embargo pour avoir les armes? Comment ça se fait? C'est une très bonne question. Je ne suis pas mieux placé pour dire ça. Je parle d'une manière de mon expertise personnelle et de mes recherches. Oui, la RDC a plusieurs années, certains embargos ça dure depuis, d'achat d'armes, mais
je vais répondre d'une manière générale. D'une manière générale, je dirais, oui, vous pouvez acheter une arme ou des armes d'une manière... dans le noir. Dans le noir, de manière contournée. Et ça s'appelle le marché noir, justement. Donc, vous pouvez les avoir dans le marché noir. Mais ces armes ne sont pas enregistrées comme nouveau équipement du temps. Et si il faut faire traçabilité des armes, parce que les armes ont des numéros, voilà, et ils peuvent le faire très facilement. Vous avez aussi parlé de la contrebande, de la contrefaçon, de l'escroquerie, extorsion de fonds. Oui. Chez nous, il y a aussi tout ça? En République démocratique du Congo, je pense à un certain moment, il y a le professeur Luzolo Bambi, que je salue, qui a parlé de ça, qui a travaillé un peu sur ça. Mais je n'ai pas cru pour une minute que le professeur Luzolo Bambi seul peut finir ça. C'est vraiment le travail de tout le monde. C'est le travail de... Le ministre de la Justice doit faire partie, la DGM doit faire, le responsable de la DGM doivent aussi retrousser le manche, et le gouvernement central doit aussi prendre certaines mesures. La contrebande, l'OCC aussi, parce qu'on nous parle de fois de contrebande de médicaments, des faux médicaments qui entrent, les faux billets, tout ça. Donc il faut la contribution de quel organe dans l'international qui peut nous aider à comment dire, à ne pas permettre que par exemple que les médicaments, que les faux médicaments puissent entrer. Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui lutte contre ça? Madame, je vais vous répondre comme mon père nous disait, aide-toi, le ciel t'aidera. Nous devons nous aider nous-mêmes d'abord. Moi, je ne peux pas venir chercher à emprunter l'argent chez vous si vous ne me trouvez pas sérieux. La RDC ne peut pas chercher l'aide au niveau international si la République démocratique du Congo, comme État, ne montre suffisamment pas de capacités, de capacités de travailler sur leurs problèmes internes d'abord. Quand il y a sérénité, quand il y a les institutions sérieuses, quand il y a traçabilité de tout cela, et dans le niveau international, il y aura de l'aide. Mais la prostitution, vous en avez parlé aussi, mais moi je suis beaucoup les documentaires. On a l'impression que la prostitution est bien légalisée dans d'autres pays, au Danemark, en Suisse et tout ça. À Las Vegas. C'est vraiment une activité légale, si je peux me permettre. Est-ce que chez nous, la prostitution génère aussi de l'argent comme aux États-Unis ou ailleurs, où c'est seulement de la prostitution de bas étage? Pas à ce niveau. Je dirais au niveau de la prostitution, la RDC, je dirais plus au niveau du commencement. Mais là, il faut parler des trafics d'êtres humains. C'est-à-dire, il y a 3 ans, il y a un groupe de jeunes dames congolaises qui sont parties en Espagne, qui ne sont jamais retournées. Vous n'avez pas peut-être suivi ça dans les infos, dans le niveau international, tout le monde le savait, qu'il y a eu des dames congolaises en Espagne. Il y a des filières comme ça. Absolument, mais aussi voir ça dans le cadre de trafic d'êtres humains, c'est-à-dire vous disparaissez et on vous tue, on vous déchiquette comme on le fait à l'est du pays et on vend vos organes. L'esclavagisme, c'est vrai que quand on parle d'esclavagisme, on voit un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est un peu l'image que nous avons. Comment est l'esclavagisme moderne aujourd'hui? Comment ça se passe? Le trafic d'êtres humains aujourd'hui est considéré comme esclavagisme moderne. Ça se passe comment? Je viens avec mon groupe de trafiquants. Et on vous enlève, on enlève les enfants, on enlève le maire et on les amène dans un autre État. C'est-à-dire, on peut les amener en Amérique du Sud, en Amérique latine, aux États-Unis même, en Afrique du Sud, en Afrique australe, partout où vous le voulez. Et cette personne sera considérée comme esclave, sexuelle, esclave, donc domestique, faire tout ce que vous voulez. Et si cette personne n'arrive pas à s'échapper, si cette personne n'arrive pas à sauver sa peau, ben, il finira par être tué. Oui, Patrick, vous avez dit que la RDC doit se prendre en charge, c'est vrai, mais par rapport au travail des enfants, nous suivons surtout à l'est de la République, nous mettons un peu l'accent par rapport aux minerais, parce que les téléphones que nous avons, les ordinateurs, les batteries, tout ça, on voit comment les enfants de l'est travaillent pour sortir le coltan et tout ça. Comment la RDC, pratiquement, vous êtes expert, comment la RDC peut se battre pour qu'il n'y ait plus ce travail des enfants? Comment faire? Une chose, le gouvernement doit travailler avec les parents.
il doit y avoir des lois, des mesures très sereines pour aider les parents à garder leurs enfants autour d'eux. Mais avec la pauvreté criante... Oui, et les enfants travaillent pour 200 francs congolais, pour 1 euro, pour 1 dollar le jour. Ces enfants travaillent pour rien du tout. Aider les parents, aider leur famille et tout, mais le gouvernement doit vraiment mettre un accent sur ça. J'ai aimé, le président de la République était à l'est du pays, je sais qu'il est au courant des situations qui se passent là-bas. Eh bien, il faut que le gouvernement travaille avec les parents. J'ouvre le champ international, c'est ça, aux États-Unis, on en parle, on fait des documentaires, les multinationales, on accuse les multinationales d'être aussi à la base de la situation à l'est de la République, de ce travail d'enfants. Vous êtes expert, vous venez des États-Unis. Que pensent les Américains de ce travail des enfants? Quand un Américain, par exemple, Patrick, achète un iPhone, est-ce qu'il sait qu'il y a du sang qui a coulé, qu'il y a un enfant congolais qui est mort pour que lui ait cet iPhone? Est-ce que la société civile américaine est au courant de tout ce qui se passe? Je vous réponds en 2 tranches. La société civile, non, absolument pas. Mais un Américain lambda ne sait pas que... Non, que c'est le coltan qui est sur les iPads, les iPhones, c'est un enfant de 6 ans ou de 4 ans à travailler dessus. Mais l'homme d'affaires américain, pour ne pas les citer, ils sont très bien au courant. Il y a de grands hommes d'affaires américains à l'est du pays. Ils travaillent pour des billions et des trillions même de dollars. Mais ils savent, mais que faire? Ils disent pour eux, si les Congolais eux-mêmes ne trouvent aucun problème à cela, et que ferais-je? Donc ça commence par nous. Pas d'humanité ou quoi? C'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de sentiment, mais quand même un peu d'humanisme. Ces multinationales sont dénuées d'humanisme. L'argent... Vous savez, à ces niveaux-là, c'est exactement ce qui se passe. À ce niveau-là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a tout un conglomérat des hommes d'affaires et ils se mettent à chercher le minerai partout ils peuvent le trouver et à importer. Ils apportent ça chez eux. Un iPhone aujourd'hui coûte presque 1000 $. Au-delà de 1000 $. Au-delà de 1000 $. Le tout dernier est 1500 $. Un policier congolais, je ne sais pas s'il touche 500 $. Vous voyez qu'en RDC, on peut stopper cela. Mais ce sont des mesures qui doivent être prises à haut niveau. Vous avez mis aussi l'accent sur le trafic d'influence, abus de biens sociaux, financement des partis politiques. Nous y voilà. Les partis politiques, comment ça se fait aux États-Unis? Comment sont financés les partis politiques? Le Parti démocrate et républicain, prenons les deux. Comment ils sont financés? Je sais qu'il y a des dons et tout ça, mais à part ça... Aux États-Unis, les partis sont financés par des dons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le président du parti tiendra un dîner dans un quartier, alors vous achetez une assiette. Donc vous achetez une assiette peut coûter, je me souviens, pour Barack Obama, c'était des 1000 $. Donc, un plat servi de 1000 $. 2000 $. Donc Barack Obama viendra et avec 2000 $, vous pouvez manger au même enclos que lui. Autour de oui, et après ça, il y a des sympathisants, des gens des riches qui ont plus de 2000 $, qui peuvent écrire des chèques de 5 000. Les lobbies américains, c'est vrai qu'il y a les lobbies juifs le plus fort, le plus fort de tous les lobbies au monde. Est-ce que eux, les lobbies des armes, par exemple, aux États-Unis, est-ce que eux, ils influencent aussi le choix par rapport aux partis politiques ou par rapport au choix des présidents? Oui, le travail de lobbying s'est fait souvent au niveau local. Vous devez salir l'autre, dire à la population que vous êtes parfait. Commençons par là. Dire tout ce que l'autre a fait dans sa vie, dénigrer ou bien, entre parenthèses, insulter l'autre politiquement, je dis. Et c'est à ces niveaux-là que les lobbying commencent. C'est à ces niveaux-là que le lobbying commence. Alors dans les hauts niveaux, ce qu'ils font, c'est-à-dire votre parti, avec votre argent maintenant, vous organisez des conférences dans 2 États. Vous êtes républicain, allez à Texas. Vous êtes démocrate, vous allez à New York.
Et maintenant, si vous savez qu'au Texas, c'est impossible pour nous de gagner, on reste dans notre camp et on essaye d'avoir maximiser notre écart. Donc c'est un peu à ce niveau-là que ça se passe. Mais aussi, il faut dire que dans le Parti démocrate, dans le Parti républicain, et aujourd'hui, il y a les indépendants, il y a ce qu'on appelle le parti, le Tea Party, c'est-à-dire l'extrême droite un peu pour le républicain. Donc, avec eux maintenant, ils ont la puissance de lobbying, ils ont des sénateurs, ils ont des représentants dans le Sénat, dans les congrès, qui cherchent à convaincre d'abord les candidats et aussi à dire à la population, voilà les candidats qu'il faut, quel que soit le prix. Et chez nous, comment, vous avez une idée comment sont financés les partis politiques ou que doit-on faire pratiquement, Patrick, pour éviter qu'il y ait blanchiment d'argent dans les partis politiques? Comment faire pour tracer l'argent qui sera versé aux partis politiques? La Commission électorale nationale indépendante doit être d'abord indépendante. Partialité. Impartialité, en bon français. Ah bon, impartialité, voilà. Vous êtes candidat président de la République. Le quotient, c'est 100 000 $. Okay. Vous amenez vos 100 000 $ et on doit savoir d'où provient cet argent. On n'a pas posé la question d'ailleurs parce que on a vu les 21 candidats, si je ne me trompe pas, chacun est venu déposer ses 100 000, mais on ne savait pas d'où ça provenait. C'était une des questions qu'on posait, que moi je posais exactement, d'où provient vos 100 000 $. Il y a un jeune, jeune candidat président de la République d'ailleurs qui a dit son argent venait de ses affaires. Il était homme d'affaires. Du moins, là, je comprends. Mais en ce qui est du reste, il y avait aussi des candidats qui étaient dans le gouvernement. Bon, s'il y a cotisation des membres, soyez transparent. Montrez ça à la télé. Dites-nous, voilà, les membres ont contribué. Voilà ce qui est, voilà ce que nous avons. C'est à peu près comme l'offrande de la dîme dans les églises des réveils. Donc, aujourd'hui, nous allons contribuer 100 000 $. Ok, si vous avez 100 $, vous passez à gauche, 100 francs, vous passez à droite. Et à la fin de la journée, vous nous dites de quoi il s'agissait et puis le grand somme à verser comme caution. Nous, c'est difficile de tracer l'argent et comme on ne pose jamais de questions. Donc, la RDC est vraiment le lieu idéal pour blanchir l'argent. Pour le moment, nous sommes au bas de l'échelle. Nous devons avoir des lois, des régulations. Nous devons travailler en nous-mêmes et être sérieux dans ce que nous faisons. Les sanctions, on peut dire oui, les sanctions, c'est aux États-Unis et tout ça. Mais nous sommes là. Vous ne pouvez pas voyager librement. Vous prenez votre passeport, vous allez en France, on vous chasse. Vous allez en Espagne, on ne veut pas que vous entrez. Vous entrez avec des noms détournés. Vous ouvrez des comptes avec d'autres noms. Vous renversez les noms. Donc, ce n'est pas important. Il faut que la République démocratique du Congo, comme État, s'élève et dise, voilà, nous, ce que nous avons en place comme structure. Et c'est à partir de ces structures-là, et nous serons un peu respectés. Un peu respectés. Nous allons prendre notre tranche, Patrick. Nous allons parler un peu de la cybercriminalité. Vous avez tenu un forum ici à Kinshasa, Digital Week en 2019. Oui. Est-ce que la RDC, sur le plan digital, sur le plan informatique, dans une échelle de 1 à 10, où se place la RDC? De 1 à 10, je dirais 3. Waouh. Ouais, nous sommes vraiment au début. Mais Kinshasa Digital Week, j'ai été surpris de voir les jeunes étudiants de l'UNIKIN, de l'ISC, de partout venir, de voir les fintech, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs dans la technologie et le finance venir s'intéresser au numérique. Ils disent... C'est l'avenir, le numérique. Absolument. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Sans téléphone, vous ne faites rien. Donc, moi, je connais des personnes sans téléphone, ils perdent la tête. J'en fais partie. Donc, sans le numérique, en tout cas, franchement, il n'y aura rien. Mais Patrick, il y a aussi des failles. Dans le numérique, tout n'est pas parfait. Il y a des attaques, il y a des hackers et tout ça. Aujourd'hui, vous avez dit, sans téléphone, sans le numérique, on a l'impression d'être dénudé, en fait, permettez l'expression. Mais c'est pas trop, on n'est pas devenu trop dépendant de la technologie. L'homme n'est pas au-dessous aujourd'hui de la technologie. Là, vous m'avez avancé parce que je voulais parler de cybercriminalité, voilà. Tout justement parce que j'ai intervenu sur ça. Et vous savez, c'est d'abord important avec l'identité. Commençons par l'identité. Notre identité, mon nom, votre nom, qui le protège? Vous avez un email
abc@xy.com. Déjà, le .com, c'est une société. C'est une grande société aux États-Unis qui fait des milliards de dollars aujourd'hui, juste pour avoir l'adresse des .com. Vous ouvrez votre email, personne ne vous pose des questions, vous pensez que vous êtes libre, mais votre identité est vendue. C'est pourquoi vous allez ouvrir votre boîte email, voir des sollicitations, voir Madame Kimoutou, on vous offre cette chaussure. Madame Kimoutou, on vous offre cette montre. Mais nous avons un point CD, non, Patrick? Il y a un point CD ici, il n'est pas efficace. Comment ça? Actualité.cd travaille sur ça. Comment c'est pas efficace? Oui, j'ai vu... le patient Ligodi qui travaille sur le point CD. Monsieur Ligodi qui travaille sur point CD, mais le problème qui est là, qui les surveille? Qui surveille le point CD? Qui est là pour ça devait être notre patrimoine? Absolument. Les points CD devaient être surveillés. Parce que vous ne voulez pas avoir quelqu'un assis dans son salon en Asie. Vous volez l'argent dans votre compte ici en RDC. C'est ce qu'on a vu avec les 7 Iraniens à New York. Ils sont venus, ils étaient dans un appartement à Manhattan et tout ce qu'ils faisaient, c'est voler, bloquer l'argent dans des banques américaines. Donc, heureusement, pour les États-Unis, ils étaient appréhendés après 48 heures. Donc, qui contrôle la site présidentielle, qui contrôle actualité.cd, les web designers, comme on les appelle, viennent, font les sites, font leur travail, les titans, et ils partent. Alors, qui est le surveillant, le gardien de l'identité congolaise? Qui est le gardien? Qui regarde les Congolais et les protège dans le numérique? Quelle est la compagnie qui protège le mieux aujourd'hui? C'est les États-Unis. Mais on a vu aussi, ils se plaignent que les Russes sont en train de les pirater aussi. Les Chinois sont en train... Aujourd'hui, on est interpiratable, si je me permets le mot. Aujourd'hui, c'est le plus fort qui gagne. Qui gagne dans ce domaine. Et qui est le plus fort? Les Israéliens? Ah, ça, je ne sais pas dire. Les Américains? Ça, je ne sais pas dire. Je crois, moi, je peux développer, comme il y a eu une application qui a été développée pour Ebola, on l'a vu à Kinshasa Digital Week, un groupe de jeunes gens développer une application Ebola et pour lancer l'alerte d'Ebola. Et il y a un autre groupe qui a développé autre chose. Donc, c'est un peu... c'est un grand combat dans le monde numérique. Et jusque-là, je ne sais pas dire les États-Unis ou bien la Russie est plus fort en numérique que la Chine ou bien... Mais il y a Patrick, il y a des jeunes talents congolais qui peuvent être comparés un peu aux Américains si on les met dans les mêmes conditions. Est-ce que les jeunes talents congolais peuvent éclore? On a des brillants informaticiens ou je ne sais pas comment vous les appelez, surpris. Madame, qui peuvent créer des applications des Congolais, il y en a plein? Oui, madame, vous serez surpris. En RDC, moi personnellement, j'étais surpris de voir à peu près 1000 jeunes, je dirais de 18 pratiquement à 29 ans, répondre massivement, positivement au rendez-vous. Et on a fait de panels. Et il faut voir ces jeunes gens venir poser des questions importantes, ces jeunes gens venir travailler, des photographes, des jeunes fintech, des startups, comme on les appelle ici, venir un peu s'intéresser dans le numérique. Absolument. Il n'y a juste pas de conditions mieux pour eux, pour le moment, au pays. Mais moi, je pense que si l'opportunité est là, si les conditions sont bonnes... Est-ce que nos sites, Patrick, sont facilement attaquables? Le site de la présidence, le site de la CENI, parce qu'on nous a dit à un moment que les résultats publiés après les élections, c'était des résultats hackés. Voilà. Est-ce que nos sites sont assez protégés? La CENI, la présidence, la primature, nos sites à nous, est-ce qu'ils sont assez protégés? Je pense que c'est le président de CENI qui pourra bien répondre à cette question. Ça revient de sa compétence. Et je pense que c'est important, peut-être que les sites importants sont protégés et on ne le dit pas. Et ça peut être possible. Donc, en ce qui concerne le résultat des élections, là, je ne sais pas, je n'ai pas entendu ça. Est-ce qu'il y a des hackers congolais assez forts? Les hackers congolais à ce niveau-là, avec l'Internet qui est faible, non, je ne pense pas. Et on n'a pas assez de hackers qui peuvent faire... Il y a des usurpateurs d'identité. C'est-à-dire, moi, je peux créer un fond compte Twitter à votre nom juste pour vous nuire. C'est ce qui se fait ici. Mais pas des hackers sérieux. Donc, aucun Congolais
Congolais ne peut hacker le site de la... Je ne dis pas aucun. Peut-être qu'il y aura un qui peut hacker le site de la Maison Blanche. Je ne le conseille pas. C'est pas facile, mais nous allons terminer par cette question. Est-ce qu'il nous faut un ministère pour les nouvelles technologies? Vraiment à part, pour qu'on mette vraiment l'accent sur les nouvelles technologies, comme c'est l'avenir, il nous faut être là. Quand nous entrons dans nos ministères, à la fonction publique, dans les hôpitaux, on est encore dans l'ancienne méthode avec les stylos et tout ça. Est-ce qu'il nous faut vraiment un ministère ou une institution pour mettre en avant le numérique ou le digital? Absolument. Déjà, le nouveau président a un conseiller en charge de numérique. Monsieur comme Macron là aussi. Oui, monsieur Mugita que je salue. Et c'est moi, quand je l'ai vu, je lui ai même dit c'est fantastique. Mais il faut un grand débat. Donc, c'est-à-dire, le président de la République doit mettre en place le fonds et vraiment mettre en place un ministre ou chargé du numérique ou chargé du digital dans le gouvernement pour s'occuper que de ça. Et aussi, il faut travailler avec la diaspora. Nous avons le chef de l'État l'a dit nous avons des savants. Je cite ma sœur Karine Moubenga à Oyo. Sandrine, oui. Et il y a aussi Karine Moubenga qui est avec American Airlines. Et nous avons des talents. Et vraiment, moi, je pense qu'avec la diaspora, nous tous, nous pouvons bien travailler. Mais oui, il faut effectivement travailler avec tout un ministère du numérique. Ça nous aidera beaucoup. Comment pousser ces jeunes-là à aimer, oui c'est vrai que nous allons terminer, comment pousser les jeunes aujourd'hui à aimer le numérique? Parce que nous avons déjà un faible taux d'Internet. L'Internet vraiment c'est 1, 2, 3%. Comment les jeunes, Patrick, vous allez inciter ces jeunes à aimer l'Internet avec le coût exorbitant de l'Internet? Comment faire pour faire aimer l'Internet avec ce que nous avons? Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit en français. Comment faire aimer l'Internet, le numérique, le digital avec ce que nous avons, nous, en RDC? Le jeune aime déjà le numérique. Vous allez à la place des évolués, vous allez le voir prendre des selfies, ils sortent de l'école, ils prennent des photos, ils ont peut-être à 13 ans, ils ont des iPhones, peut-être pas tout le monde, mais il y a certains jeunes qui ont des comptes Facebook à 12 ans. J'en ai vu une petite fille à la télé, elle a un compte Facebook à 11 ans. Donc le jeune aime déjà le numérique. Mais la responsabilité des parents et la responsabilité du gouvernement est d'informer, de nous informer, nous tous, si je me mets aussi à la place de la population, d'informer le risque et les dangers du numérique. Ça, personne n'en parle. Donc, quand vous parlez du danger, le risque et les dangers du numérique, c'est-à-dire, vous êtes en RDC, vous correspondez avec quelqu'un en Haïti ou bien à Tapey que vous n'avez jamais vu, jamais rencontré, vous échangez des photos, peut-être de l'argent, vous parlez jour et nuit, et le danger est que savez-vous réellement qui est derrière absolument derrière le pseudo. Donc on l'a vu aux États-Unis avec le pays de l'Afrique de l'Ouest aux années 2010-2011. Les brouteurs, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup d'entre eux envoyaient l'email, donnez-moi votre numéro de compte, je vais mourir demain, je vous transfère 3 millions, c'est tout ce que j'ai, et je cherche quelqu'un à donner mon héritage et tout, donnez-moi vos informations. Ça, c'est les hacking, comme on dit, ce sont les hackers. Et alors, il faut faire très attention, c'est en ce moment-là qu'il faut éduquer à la jeunesse l'importance. Je crois que même le cours d'informatique doit débuter dès le bas âge pour que, puisqu'aujourd'hui, si vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, vous êtes vraiment un analphabète aujourd'hui, en plein 21e oui, je me souviens, quand je suis arrivé aux États-Unis en 97, le président Clinton a dit l'ordinateur sera l'ardoise des Américains, et aujourd'hui c'est le cas. Donc il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Merci donc Patrick Abeya d'être avec nous à l'international. Je crois que le message est passé. L'international, c'est ça. Nous ne devons pas être encore à l'échelle de 3 sur 10. La RDC a beaucoup de compétences dans le modèle, dans le domaine du numérique. Nous devons simplement leur donner les moyens, un cadre pour que les Congolais puissent exploser dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des applications. Il y a comme Basique, je cite dans le domaine de la musique, Basique à toi. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent créer
des applications, mais peut-être qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de cadre approprié. L'expert est là, peut-être avec à la présidence, comme il y a un expert en numérique, qu'on essaye de mettre les moyens pour aider ces jeunes. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à tous mes followers. Dans les réseaux sociaux, je suis très numérique, très digital. Absolument. Nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir.